suite à sa réaction, les médecins sont sortis. Et c'est là où je félicite les médecins et plus particulièrement Dr Diallo, Hadja Diallo. Les médecins ont dit à ce colonel, ministre de la Santé et tous ces éléments, maintenant c'est nous que vous allez tuer. Donc en réaction, ils ont fermé les portes de l'hôpital. Et dès après le départ du colonel Chérif et les bérets rouges, c'est le colonel Tchebro qui se présente avec ses éléments et qui force les portes. Comment vous interprétez ça? Difficile à imaginer. Difficile à imaginer. J'ai dit tout de suite que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration. Est-ce que cette attitude passive de ces membres du gouvernement face à la répression des manifestants peut être considérée comme une complicité de leur part? Le rôle, c'est l'administration du pays et par conséquent, la gestion des hôpitaux, la gestion de la sécurité, etc. Tout cela fait partie de leurs prérogatives. Lorsque les membres du gouvernement ne font aucune déclaration suite au massacre qui a été fait, à l'exception des 3 ministres qui avaient démissionné, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme étant une complicité de leur part? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que selon vous, les membres du gouvernement du CNDD ne devraient pas venir tous à cette barre pour donner des explications sur ce qu'ils ont eu à faire ce jour et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont se félicite le capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir mis en place cette commission, est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas daigné se présenter devant cette commission pour être entendu? Non. Est-ce qu'il ne devait pas être le premier à être entendu par cette commission en tant que père de la nation? Affirmatif. Je vais vous demander. Vous avez dit que les facteurs qui ont amené les forces vives à organiser ce meeting le 28 septembre était d'abord la mobilisation des élus locaux au Palais du Peuple, le passage du capitaine Moussa Dadis Camara à la place des Martyrs. À l'occasion de ce passage, il a déclaré qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle. L'arrivée du président Ouad à l'esplanade du Palais du Peuple, qui a promis de montrer les images de cette mobilisation à ses pairs de l'Union africaine et de la CEDEAO, la déclaration du colonel Moussa Dadis Camara, avec son slogan « Dadis ou la mort », et le refus du CNDD de l'atterrissage dans un premier temps de l'avion à bord duquel était le président El Hasselou Dalein Diallo. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Affirmatif. Lorsque vous avez constaté tous ces facteurs, vous avez dit que vous avez entrepris des démarches dans le sens d'un apaisement. Oui ou non? Affirmatif.
vous avez rencontré le ministre secrétaire permanent du CNDD. Ce n'était pas dans le but de trouver un terrain d'entente pour éviter l'organisation de la manifestation. Affirmatif. L'organisation de la manifestation. Affirmatif. Lorsque vous avez pensé à l'organisation de cette manifestation, est-ce que le but, c'était de renverser le régime du capitaine Moussa Dadis Camara? Non. Le but, c'était quoi? Simplement de montrer par la mobilisation massive de Guinéens et de Guinéennes que la légitimité était du côté des forces vives nationales qui disaient non à la dictature et oui à la démocratie. Non à la dictature et oui à la démocratie. D'accord. Vous avez dit ici que lorsque vous vous êtes retrouvé chez Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, vous avez constaté qu'il était réticent. Est-ce que vous savez que Feu Jean-Marie Doré avait été menacé la veille de la manifestation? C'est possible. Est-ce que vous savez que le 27 septembre 2009, Feu Jean-Marie Doré avait rencontré M. Papakoli Kourouma à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté et du ministre Al-Husseini Makanera Kake? C'est possible. Et que M. Papakoli Kourouma lui a dit, si vous sortez, on va vous massacrer. C'est possible. Voilà. D'où la réticence de Feu Jean-Marie Doré. C'est légitime. Voilà. Est-ce que vous savez que c'était une menace? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette menace a été mise à exécution? Affirmatif. Est-ce que toutes ces personnes ne devraient pas être devant la barre ici pour s'expliquer? En toute logique, oui. Malheureusement. Nous avons demandé. Nous espérons que le tribunal va nous entendre. Vous avez affirmé ici que lorsque finalement il a été accepté que le président El Selou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, rentre à Conakry, ce jour, la foule s'était massivement réunie. Et que le colonel Tchéboro Camara et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule jusqu'au siège de l'UFDG. Oui ou non? Affirmatif. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cette foule qui avait accueilli le président Selou ressemblait à la foule qui était au stade? C'était analogue, la même. C'était pareil. Là où... Est-ce que vous pouvez continuer? On peut continuer. Allez-y, maître. Là où le colonel Tchéboro et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule de l'aéroport jusqu'au siège de l'UFDG, donc jusqu'à la minière, est-ce que cela ne vous a pas fait comprendre que le 28 septembre, le même colonel Moussa Tchéboro Camara et ses éléments étaient en mesure d'encadrer cette manifestation pour empêcher toute forme de violence? C'est la raison pour laquelle nous avons considéré cet accueil comme un test qui s'est avéré positif. Merci. Je veux savoir, lorsque El Selou a été tabassé, évanoui, vous avez pu, avec un des militants, le sortir de la pelouse. Lorsque vous avez aperçu le colonel Moussa Tchéboro Camara, il venait tranquillement ou bien il courait comme quelqu'un qui était vraiment étonné, ébahi, estomaqué. Il venait en sauveur ou bien il venait comme quelqu'un
qui était au courant de ce qui devrait se passer et qui était tranquille. Il est venu en marchant, mais je ne peux pas présumer s'il savait ce qui allait se faire. Est-ce qu'il venait tranquillement ou bien il courait? Il venait tranquillement. Il venait tranquillement. Voilà. Ça veut dire qu'il n'était pas étonné de ce qui s'est passé. Ensuite, c'est vous qui l'avez fait signe ou bien celui qui est venu volontairement vers vous pour vous assister? Ce point est très important. Je lui ai fait signe et certainement, il m'a aperçu. D'accord. Donc, c'est vous qui avez fait signe. D'accord. Alors, arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires se sont présentés devant vous, dont l'un portait un t-shirt noir et l'autre était bien battu, celui qui était derrière, qui portait 3 ceinturons, dont 2 ceinturons de balles et un autre qui contenait des grenades. Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que M. Sidi Touré a déclaré dans son PV d'audition qu'il s'agissait de Marcel Guilavogui? Je ne savais pas. On vous informe. Est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? A priori, oui, puisqu'on n'était pas libre de nos mouvements. Lorsque vous avez été amené à la clinique, est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? Dans les faits, oui. Alors, je vais vous lire, avec la permission du tribunal, l'une des pièces, qui est d'ailleurs la dernière, du rapport d'enquête nationale, de la commission d'enquête nationale, intitulé « Liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service du maintien d'ordre de la gendarmerie. Sur cette liste de 34 personnes, je ne vais pas énumérer toutes ces 34 personnes, en tête de liste, M. Selou Dalen Diallo, UFDG, Jean-Marie Doré, UPG, Sidi Touré, UFR, François Lounsenifal, FIDEC, Mouktar Diallo, NFD, Wouriba, UFDG. 6 personnes. Vous savez que vous étiez en état d'arrestation? Ceci confirme cela. Qu'est-ce que vous aviez commis comme infraction pour mériter d'être arrêté? Un acte civique en conformité avec les règles de droit de notre pays. D'accord. Vous avez parlé d'un camion à l'intérieur du camp Almami Samori Touré lorsque vous étiez à l'infirmerie. Est-ce que vous vous souvenez si ce camion avait une bâche? Je ne pense pas, parce qu'un militaire s'est juché sur le pneu pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Mais bon, les souvenirs peuvent s'estomper et ne pas correspondre à la réalité. Est-ce que selon vous, ce massacre du 28 septembre n'avait pas pour but d'éteindre l'opposition pour ne plus qu'il y ait réclamation d'un quelconque droit? C'est possible. Vous avez déclaré ici que suite au massacre de 1992, lors d'une réunion de réconciliation, les représentants de l'armée avaient présenté des excuses publiques à la nation pour s'engager que de tels événements ne vont plus se reproduire. Le massacre du 22 janvier 2007. À 22 janvier 2007.
Merci de m'avoir rectifié. Est-ce que, selon vous, ce massacre du 28 septembre n'est pas une récidive? C'est tout à fait une récidive et des récidives qui se sont récidivées par la suite. Ok. Alors, s'il y a eu mort d'homme et viol au stade, est-ce que cela n'est pas dû à la négligence du pouvoir en place, notamment du service du maintien d'ordre? Je vais parler de la gendarmerie et de la police. De mémoire de Guinée, c'était la première fois qu'il y avait des viols de femmes dans le cadre des répressions que le pays a enregistrées par le passé. C'était la première fois, à ma connaissance. Est-ce que ce massacre n'a pas été organisé avec le soutien des membres du CNDD et des membres du gouvernement de l'époque? Les responsabilités politiques les amènent à assumer cette responsabilité. En tant que leader politique, par quels moyens on peut accéder au pouvoir? Ce qui est le plus souhaitable, par des moyens démocratiques, par le vote et le suffrage universel. En muselant l'opposition par ce massacre, est-ce que ce n'était pas pour confisquer le pouvoir? Affirmatif. Lorsque le chef d'une junte au pouvoir veut être candidat à une élection présidentielle, est-ce que le but, ce n'est pas pour confisquer le pouvoir? Toutes les dispositions dans des pays où les institutions sont faibles l'attestent. Est-ce que vous avez vu une junte au pouvoir organiser des élections, présenter un candidat, notamment le chef de la junte, et perdre les élections? Dans les systèmes politiques faibles, ce n'est pas envisageable, ou à ma connaissance, je n'en connais pas. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, lors des événements de janvier-février 2007, était présent au pont 8 novembre, parmi les bérets rouges? C'est lui-même qui l'a affirmé. C'est une information que je... Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour au pont 8 novembre? C'était également une journée de barbarie, parce que arrosé à la mitraillette des jeunes gens qui défilaient tranquillement, c'était la première fois que la Guinée a pu voir en direct un massacre d'une si grande ampleur. Est-ce que vous savez qu'il en a fait un trophée? Le fait d'être au pont 8 novembre ce jour et de massacrer la population. Est-ce que cela veut dire que c'est une récidive de sa part? C'est possible. C'est possible. Hier, on vous a dit ici, de l'autre côté, que ce sont les leaders politiques même, à travers leurs manifestants même, qui se sont entretués. Alors j'ai vraiment baissé la tête. Je vous pose la question de savoir, en tant que leader politique, qui cherche à accéder au pouvoir, est-ce que vous pouvez organiser le massacre de vos militants? Avec un esprit normal, c'est possible, mais avec un esprit tout à fait cynique, ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure lorsqu'on a un esprit cynique. Mais est-ce que dans ce cadre, vous avez organisé le massacre de vos militants ou bien vous avez organisé une manifestation politique démocratique? On ne pouvait pas envisager de toucher à un seul cheveu des participants à la manifestation. Si vous le faisiez,
qui allait voter pour vous? On aurait déjà trahi notre cause et on aurait trahi la confiance que les gens avaient fondée en nous. Ce serait suicidaire, oui ou non? Politiquement suicidaire et humainement inacceptable. Merci. Est-ce que vous savez que les religieux avaient fait une médiation entre le président Moussa Dadis Camara et vous-même pour empêcher qu'il n'envoie l'armée au stade? C'est possible. Est-ce que vous savez que c'est à cause de cela que Feu Jean-Marie Doré et M. Talibé Diallo étaient restés chez lui pour attendre les religieux? C'est affirmatif puisque c'est une décision que unanimement nous avions prise à ce moment-là pour leur permettre de rencontrer les religieux. Est-ce que vous savez que c'est l'échec de la négociation qui a amené le capitaine Dadis Camara à envoyer l'armée pour massacrer les manifestants? A priori, la manière dont le doyen Jean-Marie Doré s'est rendu au stade, a priori pour lui c'était qu'il était porteur d'un bon message. D'accord. Est-ce que les bérets rouges chargés d'assurer la sécurité du président et de sa famille pouvaient sortir, selon vous, de la présidence, armés jusqu'aux dents, avec tout le dispositif, venir au stade, tirer sur la population pendant des heures sans avoir obtenu l'ordre du président? Affirmatif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'ils quittent lourdement armés et qu'ils viennent faire ce qu'ils ont fait, commettre tous ces crimes sans l'ordre du président? Ce n'est pas envisageable. Merci. Est-ce que vous savez que, exceptionnellement, les bérets rouges relèvent exclusivement de l'autorité du président? Je vais parler de la garde présidentielle. C'est possible. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que ces bérets rouges pouvaient quitter la présidence, abandonner le président, pour lequel ils devraient assurer la protection, venir massacrer la population sans l'accord de leur patron? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'en plus de l'ordre donné, le président n'a porté assistance à personne pour arrêter le massacre durant toute la journée? Affirmatif. Entre l'organisateur de la manifestation et celui-là qui a armé les militaires, qui les a dépêchés pour aller tirer sur la foule, violer des femmes, faire disparaître des corps, qui a exposé les manifestants au danger? Celui qui a envoyé des forces de l'ordre tirer sur la foule. Merci. Est-ce qu'en l'absence des militaires armés au stade, les manifestants étaient exposés à un risque? Pas du tout. Pas du tout. Selon vous, qui a armé les bérets rouges, les gendarmes et les policiers, si ce n'est pas le commandant en chef des forces armées? Sa responsabilité politique l'atteste. Est-ce que vous savez que la poudrière est sous la responsabilité du président? C'est possible. Cela veut dire que aucune arme, aucune munition ne pourrait sortir des magasins d'armement sans l'autorisation du commandant en chef des forces armées. Oui ou non? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que tous les militaires étaient casernés ce jour? Ils étaient? Casernés. C'est possible. Voilà.
il avait demandé au chef d'état-major général des armées de caserner tous les militaires. Et l'ordre a été répercuté à tous les chefs d'état-major particuliers. Et il avait précisé que seule la police et la gendarmerie devraient être au stade pour le maintien d'ordre. Jusqu'ici, c'était normal, oui ou non? C'est normal. Voilà. Il nous a fait comprendre ici qu'il y a 7 checkpoints au camp Al-Fayha entre la présidence et le portail du camp Al-Fayha. Autrement dit, pour sortir, vous devez vous présenter à chaque checkpoint et vous devez justifier l'objectif de votre sortie et vous devez présenter votre mandat, votre permis de sortir. Est-ce que un esprit sain peut comprendre que tous ces militaires, tous ces bérets rouges qui relèvent uniquement et exclusivement du président puissent sortir avec tous ces dispositifs armés en dépassant tous ces checkpoints sans que le président ne soit informé ou sans qu'il ne donne son aval? C'est difficilement compréhensible. Difficilement compréhensible. Quelle est votre opinion par rapport à la déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara, selon laquelle les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à la boucherie et à l'abattoir? Quelle est votre opinion en tant qu'homme d'État, puisque vous avez été ministre? Cette population, c'est sa population. Et sa mission, c'était de les protéger et de les sécuriser. Et les activités menées étaient dans l'ordre normal des activités civiques reconnues par tous les traités, chartes et autres dispositions réglementaires de la République de Guinée. Donc, il n'était pas du tout dans une position de violation de contexte de la République de Guinée. Est-ce que cette réaction ne présage pas qu'il est l'organisateur, le commanditaire, le planificateur et comment dirais-je, de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. C'est possible. Selon vous, quels sont les bouchers? Ceux qui ont envoyé des forces de l'ordre pour tirer sur la population. Ce sont eux les bouchers. Alors, depuis quand, selon vous, le stade du 28 septembre était devenu une boucherie? A priori, c'est un stade de réjouissance, de festivité et pas d'autre chose. Selon vous, depuis quand l'être humain était devenu en République de Guinée un bœuf à abattre dans un abattoir? Ce qui s'est passé le 28 septembre nous montre que c'est une récidive d'une longue série que ce pays a connue. Ce pays a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. La population guinéenne a trop souffert, oui ou non? C'est affirmatif. Le sang a trop coulé, oui ou non? C'est une vérité. Par rapport à une question posée de l'autre côté, hier, est-ce que vous savez, puisqu'on vous a fait croire que c'est une première, qu'un ancien président soit jugé devant un tribunal criminel? Est-ce que vous savez que le président kenyan en exercice, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours en exercice, a été entendu par la Cour pénale internationale? Affirmatif. Et il a été purement et simplement acquitté? Affirmatif. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour un chef d'État de se mettre à la disposition de sa justice pour rendre compte des faits et de sa gestion? C'est de sa responsabilité. Alors, selon vous,
Lorsque le président disait à la presse qu'il ne voulait pas que les mêmes choses se répètent, qui pouvait empêcher que les mêmes violences se répètent? Lui-même. Lui-même. Est-ce qu'il l'a fait? À l'expérience, ça n'a pas été le cas. Avait-il pris des dispositions pour empêcher le massacre? C'est le contraire qu'on a constaté. Avait-il pris des dispositions pour arrêter le massacre? On n'a pas eu vent et on n'a pas vu une initiative dans ce sens. Avait-il pris des dispositions pour arrêter les auteurs de ces massacres? Non. N'est-ce pas une forme de complicité de sa part? C'est une réalité, oui. N'est-ce pas une forme d'encouragement du massacre? D'encourager l'impunité, oui. Et d'encourager l'impunité? Bien entendu. On dirait que vous avez lu mon questionnaire. Est-ce que vous savez que vous avez été victime d'une attaque systématique et généralisée? Expliquez. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, la population guinéenne a été victime d'une attaque systématique et généralisée? Elle a été agressée, effectivement. Est-ce que vous savez que cela constitue un crime contre l'humanité? Sans être juriste, je pense que ça doit être le cas. Ça doit être le cas. Est-ce que vous savez que pour tous les analystes du monde entier, pour tous les juristes, le massacre qui a été commis au stade du 28 septembre constitue un crime contre l'humanité? C'était la conclusion de la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Êtes-vous là en tant qu'accusé ou en tant que victime? C'est une question bête. Hein? En tant que victime? En tant que victime. Puisque hier on vous faisait croire que c'est vous qui devriez prendre des dispositions pour assurer la sécurité de la population guinéenne, de vos militants. Alors la question que je vous pose, étiez-vous ministre de la République au temps du CNDD et plus précisément ministre de la Sécurité? Pas du tout. Comment on peut vous reprocher les défaillances du CNDD et de son chef? Comment? Non, ce n'est pas dans nos attributions ni dans nos compétences. Comment on peut vous rendre coupable des crimes qui ont été commis par des militaires, gendarmes, policiers et même par des miliciens par la complicité du pouvoir? Nous n'avons aucune autorité sur tout ce monde-là. Donc nous n'avons aucune responsabilité par rapport au massacre perpétré. Lorsque la hiérarchie militaire, la hiérarchie policière et la hiérarchie de la gendarmerie convergent au stade, et j'emploie votre mot, et ne disent pas stop au massacre, est-ce que cela ne veut pas dire que toutes ces hiérarchies avaient reçu préalablement l'ordre de ne pas intervenir? C'est une défaillance très grave de l'ensemble des institutions de la République. Merci. Est-ce qu'avant l'arrivée des militaires et le début des tirs, l'ordre public était menacé? Pas du tout, au contraire. Est-ce que la gendarmerie et la police étaient débordées par les manifestants à l'intérieur du stade? Pas du tout, d'autant plus que par le fait du hasard, à l'intérieur du stade, je ne vois pas en quoi ce rassemblement pouvait inquiéter qui que ce soit. Pourquoi il y a eu nécessité de réquisitionner l'armée? Ça ne se justifie nullement. Est-ce que l'armée est spécialisée dans le maintien d'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? En temps de paix et dans le cadre normal, c'est de manière exceptionnelle que l'armée peut être réquisitionnée dans le cadre du maintien de l'ordre, au cas où la sécurité nationale pourrait être mise en danger de manière violente et grave. Et dans ces circonstances, est-ce que la sécurité nationale était en danger? Pas du tout. Pas du tout. Alors, venons-en
à la définition des attributions du commandant en chef des forces armées. On a voulu vous enseigner hier. Est-ce que vous savez que le commandant en chef des forces armées, ou communément appelé le chef suprême des armées, comme notre actuel colonel, est lié à 3 attributions. Celle de nommer la hiérarchie militaire, celle de présider le Conseil national de défense et celle d'engager le pays dans une guerre. Est-ce que vous le saviez? A priori, ce sont les fonctions régaliennes les plus élevées. Merci. Celui qui nomme la hiérarchie militaire et qui la donne ordre de caserner tous les militaires, n'est-il pas en mesure d'ordonner à cette hiérarchie militaire de ne pas intervenir au stade au moment de l'attaque? Affirmatif. Merci. Celui qui peut engager le pays en guerre, n'est-il pas capable d'envoyer sa garde pour réprimer la manifestation s'il veut confisquer le pouvoir? C'est possible. C'est possible. Entre empêcher le massacre, suivez très bien, arrêter le massacre, arrêter les auteurs du massacre et mettre en place une commission d'enquête nationale et internationale. Qu'est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition à l'époque, aurait privilégié pour éviter ces crimes? Les 2 dernières dispositions. Ce qui a été fait, c'est la mise en place de la commission d'enquête nationale. Vous n'avez pas compris. Oui. Je dis bien, entre empêcher le massacre Oui. ou arrêter le massacre, ou arrêter les auteurs du massacre, par rapport à la mise en place de la commission d'enquête, qu'est-ce qu'il fallait privilégier pour éviter les crimes? D'abord empêcher Merci. qu'il y ait ce massacre, et par la suite, si ce massacre a lieu, arrêter le massacre, et si les 2 aspects ont été réalisés, prendre les dispositions pour arrêter les auteurs des massacres. Merci. Alors, la mise en place de ces commissions d'enquête nationales et internationales ne ressemble-t-il pas à l'arrivée du médecin après la mort du patient? C'est le cas. C'est le cas. Les victimes de ce massacre avaient-elles besoin du soutien du président Moussa Dadis Camara avant le massacre, pendant le massacre ou après le massacre? À partir du moment où il y a des victimes, cela veut dire qu'il y a eu déjà le massacre. J'ai dit, elle avait besoin de son soutien à quelle étape? Empêcher qu'il y ait des victimes et donc le massacre. Merci. Ou bien arrêter le massacre. Et prendre S'il y a soin lieu. des victimes. Voilà. Selon vous, le capitaine Moussa Dadis Camara aurait seulement condamné le pillage du commissariat de police de Bellevue en excluant les morts, les viols et les disparitions forcées commis au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il devait se limiter seulement dans sa déclaration à condamner le pillage du commissariat de police de Bellevue? L'ampleur du massacre et la consternation internationale auraient dû privilégier la question des victimes et des auteurs de ce massacre. Est-ce qu'en même temps, il ne devrait pas condamner le pillage des domiciles des leaders politiques et des citoyens de l'Axe, sans oublier les boutiques et magasins qui ont été pillés? C'est ce qui devrait scier s'il y a égalité ou équité. En tant qu'homme d'État. Bien entendu. Voilà. Alors,
entre les symboles de l'État et les êtres humains qui sont tombés sous les balles des militaires, qu'est-ce qu'il fallait privilégier? La vie humaine. Merci. Est-ce que le pillage des symboles de l'État donnait droit au président et à ses éléments d'ordonner à sa garde d'aller massacrer les manifestants? Ça ne peut pas être justifiable. Est-ce qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui pouvait amener le chef de l'État à l'instant où certainement les manifestants ont bravé, même si ce n'est pas le cas, ont bravé l'interdiction d'une manifestation, d'envoyer des militaires pour massacrer les manifestants? Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas justifiable. Alors, on nous a toujours dit qu'il y a un adage qui dit, au lieu de guérir, il vaut mieux prévenir. Vous êtes d'accord avec cet adage? Bien entendu. Voilà. Alors, ils se sont tapés la poitrine pour dire que le président a ordonné à son ministre de la Santé de décaisser un montant d'1,5 milliard pour assister les blessés. Est-ce qu'il ne fallait pas empêcher qu'il y ait des blessures et des morts? C'est cela qu'il fallait faire, empêcher qu'il y ait ce massacre. Merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que la tenue de cette manifestation politique et citoyenne aurait coûté au capitaine Moussa Dadis et au CNDD? Absolument rien du tout. Au contraire, ça leur aurait donné un certain prestige et une certaine crédibilité, comme quoi, dans ce pays, il est possible d'exprimer un son différent, et peut-être que ça les aurait amenés à envisager la suite avec beaucoup plus de sagesse et de vertu. Est-ce que selon vous, l'ivresse du pouvoir n'a pas prévalu par rapport à la raison? C'est le cas. C'est le cas. Si le capitaine Moussa Dadis Camara a condamné les propos du colonel Moussa Keïta, quand ce dernier disait Dadis ou la mort, est-ce qu'il ne devrait pas aller à l'extrême, c'est-à-dire le limoger? C'est le cas, et même le traduire devant les juridictions compétentes, parce que c'est une menace à l'égard de toute la société. Merci. Venons-en au niveau de la tentative de règlement à l'amiable entre certainement les forces vives et le capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous pensez que le règlement à l'amiable pour empêcher toute poursuite est valable en matière criminelle? Les crimes sont imprescriptibles. Et donc, mais vous parlez de règlement à l'amiable, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a un pacte qui a été signé, d'ailleurs c'est la défense qui en a parlé hier, selon lequel le régime ne devrait poursuivre aucun leader politique, aucun opposant, et que les auteurs de ces massacres ne devraient pas faire l'objet d'arrestation ni de poursuites jusqu'à ce que la commission d'enquête fasse son travail. C'est ça un règlement à l'amiable. Est-ce que devant ce massacre, un tel règlement à l'amiable est valable, bien que vous n'êtes pas juriste? Bon, peut-être que ça a existé, puisque je me souviens lorsque le président Compaoré était venu et qu'il nous a reçus à la case Bellevue, j'ai constaté, à ma grande surprise et une profonde déception, une certaine attitude tendant à banaliser ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce que vous savez qu'une telle convention est nulle et non avenue? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme que les dictateurs utilisent? Affirmatif. Autrement dit, quand les forces vives
où les défenseurs des droits de l'homme, où les citoyens expriment leurs droits, on les réprime, on arrête beaucoup, et puis par après on s'assied autour de la table pour dire bon, libérez toutes les personnes qui sont arrêtées et mettez fin à toute poursuite. Est-ce que vous savez que c'est souvent cette arme qui est utilisée par les dictateurs? C'est possible. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre 2009, est-ce qu'on vous a fait croire ici que le rapport d'enquête nationale a été élaboré ou fini ou finalisé lorsque le capitaine Dadis n'était plus président? Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, le capitaine Moussa Dadis Camara est resté toujours comme président de la transition et le général Sekouba Konaté était président par intérim? C'est le cas, oui. Voilà, on a tenté de vous tromper hier. Est-ce que vous savez qu'il incombe au parquet qui est là de démontrer la responsabilité de tous les accusés? Cela ne vous incombe pas, vous, M. Baouri. Affirmatif. Et ce qu'on a voulu vous dire ici, c'est vous qui devez apporter des preuves que vous avez été victime de coups et blessures et que c'est tel qui vous ont frappé. Ce n'est pas vous. Vous devez apporter la preuve que vous avez été victime de blessures. Oui. Mais qui vous a frappé, c'est leur droit, leur devoir. Est-ce que vous aviez su les raisons pour lesquelles les domiciles des leaders politiques et de ceux de l'Axe, y compris les boutiques et magasins, ont été attaqués le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez su les raisons? Déferlement de violence, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que ce n'était pas une façon de les chasser, de les intimider pour quitter définitivement le pays? Peut-être pas pour quitter, mais je pense peut-être c'est ce déferlement de violence, c'est pour intimider, terroriser. Monsieur Baouri, je vous remercie beaucoup pour votre courage et je vous demande de persévérer dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Baouri, Oui. vous me permettrez également de vous remercier pour votre sérénité. Merci. Pour le temps que vous avez pris pour venir livrer votre part de vérité dans ce dossier. C'est un devoir. Alors, ma première question, je voulais savoir, est-ce que le président Dadis avait approché les forces vives de la nation à l'époque dans le cadre de l'organisation de cette journée dite de recueillement et de réconciliation le 28 septembre 2009? Est-ce que vous avez été approché? Et jamais, je n'ai jamais appris qu'une initiative de ce genre allait se faire. Ben, sincèrement, est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans approcher les principales forces du pays? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. D'accord. Je veux savoir, vous qui avez été ministre de la Réconciliation nationale, est-ce qu'on peut organiser une journée de recueillement et de réconciliation sans préalable? Il y a tout un processus si on veut faire correctement les choses pour que la politique de réconciliation nationale puisse être réellement effective. D'accord. Le 28 septembre, vous avez été informé de la réunion de ces préalables? Nullement, au contraire. D'accord. Est-ce qu'on peut organiser une journée de ce genre sans programme d'activité?
sans programme, sans rien, sans activité, une simple déclaration. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas crédible. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut valablement dire avec le temps que cette journée n'était qu'un prétexte pour justifier ce qui allait se passer? Non. Est-ce que cette journée du 28 septembre était réellement une journée de réconciliation? Ce n'était pas pour contrer la décision des forces vives d'organiser une manifestation? C'est le cas, c'était pour faire croire qu'il y a une autre activité qui devrait transcender toutes les autres et que nous devions renoncer. Merci. Alors, hier, la défense du président Dadis a fait ses mérites, qu'il aurait réuni les conditions sur le plan de la sécurité, sur le plan de la communication, sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire. Tout a été dit. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, on nous a dit qu'il aurait donné les instructions fermes au chef d'état-major des armées de confiner tous les militaires et de laisser la police et la gendarmerie assurer le maintien d'ordre, et que ces mesures auraient été répercutées à tous les niveaux. Je vais vous lire un passage de sa propre déclaration. Et je précise d'ailleurs que sa défense avait indiqué hier qu'il avait pris toutes les dispositions pour prévenir les violences. Je vous lis sa propre déclaration. Je ne pouvais pas prendre des dispositions pour empêcher la manifestation ou prendre des dispositions particulières pour prévenir tout acte de violence. Est-ce que cette déclaration n'est pas en contradiction avec sa propre défense? Bien entendu. D'accord. Vous pouvez croire à ça, qu'un président de la République dise qu'il ne peut pas prévenir les violences dans un stade, même pas dans tout le pays? Vous pouvez croire à ça? Pas du tout. Qu'il ne peut pas prendre les mesures pour sécuriser sa propre population? Vous pouvez croire à ça? Pas du tout. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut alors dire que l'argumentation selon laquelle, sur le plan sécuritaire, le président Dadis avait pris toutes les dispositions n'est pas réelle, elle n'est pas véridique? Affirmatif. Merci, M. Paul. Sur le plan politique, on nous a dit que le président avait pris son téléphone pour appeler M. Sidya Touré pour lui demander de reporter la manifestation. Alors, je vais vous donner le contenu de leur entretien, certains éléments. C'est M. Sidya Touré qui parle ainsi. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dit répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Est-ce que un appel qui contient un tel contenu peut dédouaner le président Dadis? C'est une menace clairement formulée. Est-ce que cette menace n'a pas été réalisée le lendemain? C'est affirmatif. Merci. Alors, au cours de cet entretien, l'un de ses proches, à savoir le colonel Moussa Thiegro Kamara, était présent. Il a été entendu à l'enquête préliminaire. Parlant du contenu de cet entretien, il a déclaré ceci. J'ai entendu dire le président Dadis que les gens doivent respecter les lois de la République. Ce n'est pas une confirmation de cette menace? Affirmatif. L'organisation de ce meeting violait quelle loi de la République? Aucune. Aucune loi. Merci. Alors, s'agissant du même appel, le président Dadis a déclaré qu'il dormait. Il dit qu'il dormait et que c'est Feu Makambo qui est entré le réveiller. Il n'a même pas fini de communiquer avec le président Sidya.
la communication s'est interrompue et il s'est endormi. Mais le colonel Moussa Tiegro lui-même, il fait la déclaration de cet entretien où il dit clairement qu'il était présent et qu'il y avait aussi une autre personne décrite ailleurs comme étant M. Thibou Camara. Je vous lis ce passage. Quand le capitaine Dadis appelait Sidia Touré au téléphone pour lui dire en ces termes: grand frère, je vous ai demandé de surseoir à votre marche de demain pour raison d'intérêt national et je vous ai même envoyé des religieux. Dans leur conversation, parce qu'on n'entendait pas ce que disait Sidia, j'ai entendu dire le président Dadis que les gens doivent respecter les lois de la République. Et pendant ce temps, il était dans sa chambre à coucher et en culotte. Dites-moi, à 1h et 2h du matin, si réellement le président Dadis dormait, est-ce que le colonel Moussa Tiegro Camara allait se trouver dans sa chambre? S'il dormait, il allait se trouver dans sa chambre? Non, pas du tout. Qu'est-ce que M. Thibou Camara viendrait faire dans la chambre d'un président de la République à 1h et 2h du matin qui dort? Qu'est-ce qu'il viendrait faire? Est-ce que c'est son garde-corps? Non. M. Thibou Camara, c'est un militaire? À ma connaissance, non. C'était l'aide de camp du président Dadis? Non. Avec le recul, c'était pas pour planifier ce qui allait se passer le lendemain? C'est possible. C'est possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dès le lendemain, c'est le colonel Moussa Tiegro Camara qu'on a vu au stade. Dès le lendemain, très tôt. Si le colonel Moussa Tiegro, le même lendemain au stade, prend soin de le dire, de le marteler, de le répéter aux manifestants, si vous rentrez au stade, tout ce que vous aurez obtenu, vous l'aurez cherché. Est-ce que ce n'est pas en connaissance de cause? C'est possible. Parce qu'il était avec le président tard la nuit. Merci, M. Bao. Je continue. Sur le plan sanitaire, on nous a aussi dit que le président Dadis a réuni toutes les conditions. Vous avez été informé du pillage de la pharmacie de l'hôpital Donka? Oui. Est-ce que si les dispositions avaient été prises sur ce plan-là, on aurait assisté à ce pillage? Pas du tout. Vous n'avez pas été informé de l'entrée des militaires, les bérets rouges, dans les hôpitaux à la recherche des malades? Affirmatif. Vous n'avez pas appris que les bérets rouges sont allés chasser les gens dans les morts, notamment à Donka? Affirmatif. Quand même. Est-ce qu'on peut dire que les dispositions sanitaires avaient été prises? Non. Et que dire des actes posés par son ministre de la Santé? Vous avez appris les récits, vous avez écouté? Quelques-uns, oui. Merci, M. Pao. Alors, hier, contre toute attente, nous avons entendu la défense du président Dadis dire que ce sont les manifestants eux-mêmes qui se sont entretués avec les armes qu'ils auraient prises au commissariat de Bellevue et au commissariat du stade du 28 septembre. J'ai devant moi un rapport dressé et signé par le commissaire même du commissariat central de Bellevue par rapport à ces événements. Dans ces rapports, il est clairement indiqué qu'il n'y avait pas de munitions. C'est pourquoi les agents avaient d'ailleurs fui. Je vous lis ce passage. Nos agents ont cherché à maintenir le dispositif autour de notre commissariat, qu'ils ont fini par abandonner, faute de munitions. Bon Dieu. Ça,
c'est le commissaire du commissariat lui-même qui parle, qui dit qu'il n'y avait pas de munitions. Est-ce qu'on peut soutenir que c'est avec les armes